Bonjour chers auditeurs, cette émission est préenregistrée donc vous ne pourrez intervenir. Nous avons le grand bonheur ce matin de recevoir Monsieur Paul Vendôme pour 2 livres publiés aux éditions du Rocher, Libre Parcours et un essai sur Jacques Perret, Gaulois de noble origine. Monsieur Vendôme, ce moment est très précieux pour moi et cela faisait très longtemps que je l'attendais. Vous vivez en dehors de nos petites frontières, vous vivez en Belgique, donc vous ne faites que passer en courant à Paris. Mais vous avez eu une grande importance dans ma toute petite vie, puisque vous avez, il y a 40 ans, écrit ce bel essai dans la collection Les écrivains de toujours, dans lequel vous avez publié ce Céline aussi. Vous avez publié une petite biographie de Brasiliac qui a eu 50 ans. 50 ans, voilà. Qui a eu un effet très important sur moi. Parce que vous m'avez fait... Je connaissais le romancier, j'avais lu Comme le temps passe et j'avais été passionnée. Je l'avais trouvé envoûtant. Et quand j'ai lu votre livre, j'ai découvert bien autre chose. Et j'ai découvert, je crois, ce que c'était que la critique littéraire dans son plus bel état, dans son plus beau champ. Est-ce que vous avez conscience de ce pouvoir que vous avez eu, cher monsieur? Non, on me dit que j'exerce une certaine influence, mais elle ne se fait pas de façon très consciente. J'écris les livres que j'ai envie d'écrire et je les écris selon mon humeur. Alors, il paraît que mon humeur est assez roborative. Votre humeur est très roborative. D'ailleurs, il n'y a qu'à le voir, les noms des auteurs dont vous vous occupez. Vous les choisissez gais, insolents, dans la catégorie peut-être qu'on pourrait dire anarchiste de droite. Est-ce que c'est une bonne définition de vos habituelles fréquentations? Mais écoutez, anarchiste de droite, c'est un vocable qui a beaucoup servi. Je crois que c'est la seule façon d'être vraiment anarchiste que d'être de droite, dans la mesure où c'est le regret de l'amour perdu, de l'ordre perdu. Ouais. Ça va? Ouais. Je ne suis pas un militant Non. qui croit qu'on peut renverser la situation telle qu'elle est. Je crois que les choses sont dites et je suis assez d'accord avec la devise de mon ami Michel Déon, les carottes sont cuites. J'ajoute même qu'elles sont recuites, recrites et brûlées. Alors, nous allons, pour les jeunes auditeurs qui ont encore une longue vie devant eux, nous allons tempérer ce jugement parce que si les carottes sont cuites, autant fermer le micro et aller tout de suite au bois, faire du canoë et ne plus nous intéresser à rien. Vous écrivez... on ne sauve pas les peuples par la politique, on les sauve par la civilisation. Est-ce que votre vie n'a pas été ce service de la civilisation? Oui, tout ça sont des grands mots. Ah, c'est vous, oui, c'est vous. Non, ce sont des grands mots. J'entends par civilisation le sens de la dignité, le sens de l'honneur. Hein? Et alors, c'est vrai que je ne crois plus à l'efficacité d'un combat immédiat, mais je crois qu'il faut continuer à dire un certain nombre de choses parce que ces choses-là sont justes et que c'est l'honneur de l'écrivain de les dire
contre tous les conformismes ambiants. Alors, vous abordez là juste le centre de ce que je voudrais donner à cette émission, le rôle de l'écrivain. Cet écrivain, pour vous, il est sur Terre pour un but, pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut faire, l'écrivain? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il fait malgré lui? Qu'est-ce qu'il anime? Il faut être fidèle. Il faut être fidèle sans être dupe. Voilà. Dupe des idéologies, de la propagande, y compris de son propre camp. Oui. N'est-ce pas? Je crois que l'écrivain n'a qu'une chose à transmettre, c'est une certaine musique des mots, et que la littérature, c'est ça. C'est ça. Indépendamment de ce qu'on peut dire. D'où, je crois, qu'il y a de grands écrivains de gauche, oui, qui bénéficient de toutes les attentions, tandis que les écrivains dits de droite sont complètement occultés ou ignorés par la pensée conforme. Par la pensée conforme. Donc, l'écrivain a par sa nature propre, a ce regard plus perçant que les autres, à votre avis? Oui, je crois, ce regard plus perçant, c'est une sensibilité peut-être plus vive que la sensibilité de quelqu'un qui n'est pas écrivain. Et d'autre part, c'est quelqu'un qui a le moyen d'exprimer ce qu'il pense et de l'exprimer d'une certaine façon, c'est-à-dire pour défendre un certain nombre de valeurs désintéressées, et notamment la beauté du langage et la noblesse de certaines idées. La beauté du langage et la noblesse de certaines idées. Vous êtes très sensible à la beauté. Sans beauté... Oui, la littérature est une esthétique. S'il n'est pas une esthétique, qu'est-ce que c'est? Dans ces cas-là, il y a beaucoup de choses qui n'est pas beaucoup de livres qui n'appartiennent pas à cette catégorie aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais moi, j'aime un certain nombre d'écrivains qui rendent la vie non pas plus juste, parce que ça, on n'y parviendra pas. Ça, c'est le job des idéologues. C'est le job des idéologues, mais qui rendent la vie plus accueillante, plus familière, plus disponible. Je vais lire votre définition des très beaux contes de Gris-Paris. Dans Libre Parcours, oui, dans lequel vous publiez aux éditions du Rocher, dans lequel vous racontez votre parcours, qui a été en effet libre. Vous nous présentez un certain nombre, vous présentez vous-même, votre enfance, vos activités, et puis un certain nombre de portraits. Et vous faites le portrait de Gris-Paris. Et ce portrait est je trouve très significatif de ce rôle de la littérature. Gris-Paris écrivait pour les enfants, sous leur regard, selon leur modèle, avec leur collaboration. Il croyait, comme eux, et comme les privilégiés qui grandissaient sans devenir adultes, à la réalité remodelée par la poésie et par l'humour, ce qui était le contraire du réalisme. Le rêve faisait partie du quotidien, sans quoi le quotidien ne serait que l'enregistrement de plates, mornes et infirmes apparences. Ces contes, par une alchimie subtile, réussissaient à mettre le monde dans une espèce d'état second. Pour Gris-Paris, un inventeur d'histoire était un créateur de mythes. Il y avait toujours un au-delà des choses, un au-delà des êtres. L'art du conte et du style consistait à opérer la métamorphose essentielle, à partir de la grisaille des jours, et en se servant d'elle,
faire affleurer les sources qu'elle camouflait sous les ronces. Le quotidien n'avait que des devoirs, et sur lui, l'imagination, tous les droits. Lorsqu'on en était convaincu, le monde avait une autre couleur et les êtres un autre visage. L'écrivain le savait, son talent le faisait savoir. C'est une très belle définition de la littérature, de cette métamorphose des êtres et des choses, ce don de poésie. Il n'y a pas d'écrivain sans don poétique? Oui, dans le cas de Gris Paris, par exemple, comme dans le cas de Perret, c'est la poésie du quotidien, c'est-à-dire du réel immédiat, et qu'on transcende, qu'on transpose, et ça devient autre chose. La littérature, c'est une transposition de la réalité. C'est ce qui la distingue de la platitude réaliste. De l'appareil photo. De l'appareil photo. N'est-ce pas, la photographie, c'est le contraire de... Enfin, la photographie, sauf quand elle est pratiquée par de grands artistes, oui. Mais enfin, c'est le contraire de l'art, de l'art qui est une composition, et comme par exemple, bon, la pédagogie, c'est le contraire de la littérature. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait plus de littérature à l'école. Non, et du reste, la littérature des professeurs est la plus ennuyeuse. Et la plus lourde. Et la plus lourde, hein. Oui, à digérer, oui, absolument. Alors, revenons à vous, Paul Vendrome. Vous avez été, d'abord, vous avez été d'abord chroniqueur politique, puis chroniqueur littéraire. Vous aviez 20 ans dans une époque troublée en Belgique, et une époque particulièrement dure pour la Belgique puisque elle a été envahie très vite et très durement. Et j'aimerais lire les deux des 4 exergues que vous mettez à la première page de votre livre. C'est la citation de Friedrich Nietzsche. « Il se pourrait qu'un jour, la politique se trouvât totalement discréditée, qui, dès maintenant, cesse d'être un métier de gentilhomme, et il est possible qu'un jour, on la considérât comme assez abjecte pour la classer, ainsi que toute littérature partisane et journalistique, sous la rubrique de la prostitution de l'esprit. » Et ça, c'est très fort. Et en effet, ça illustre bien votre jugement sur la littérature engagée. Oui, et c'est vrai, d'autant qu'à l'heure actuelle, bon, la politique se réduit à ce que Maurras appelait la politique politicienne. Oui, oui. Donc, préparer les élections dans... Ce qui se passe pour le moment en France, qui est consternant, qui est une fin de règne. Ah oui, oui, oui. Ce n'est plus le gouvernement des hommes, ce n'est même plus l'administration des choses, c'est quelque chose... C'est les appétits déchaînés ? Les appétits, les rivalités, les convoitises, les ambitions contrariées en quête d'épanouissement, la querelle actuelle, aussi bien à droite entre Sarkozy et Villepin, et aussi bien qu'à gauche, là où il y a le trop-plein de candidats, bon, c'est du pareil au même. Mais pour le maurassien que vous avez été, Paul Vendrome, est-ce que c'est une surprise ? Ce n'est pas une surprise. J'ai toujours été en grande défiance devant la politique, et je m'en suis détaché très vite. J'ai eu une période militante au moment de l'affaire royale en Belgique,
donc l'affaire qui a entraîné l'abdication de Léopold Léopold III. Et alors, j'ai compris très vite que la querelle ne se situait pas entre les partisans d'une monarchie autoritaire et d'une monarchie constitutionnelle. Le vrai débat était entre une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire un monarque qui exerçait tous les pouvoirs que la Constitution lui donnait, par exemple de nommer ses ministres, bon, et alors la République des partis. Et l'abdication de Léopold III signifie que c'est le triomphe de la République des partis. Oui. Donc il n'avait plus aucune autorité arbitrale, et donc dès lors... Et pour nous qui ne sommes pas très au courant de cette histoire, et vous l'abordez, mais par allusion, que s'est-il passé? Pourquoi Léopold III a démissionné? Bon, parce que, bon, pour une part, il a été maladroit. Il a été maladroit dans la mesure où il exerçait tous ses pouvoirs constitutionnels, mais il les exerçait dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec la politique. Par exemple, il y a une mercuriale de Léopold III contre les ministres qui accordaient de façon trop laxiste les décorations. Alors, vous comprenez, quand on a vu le film de Sacha Guitry, où la Légion d'honneur se donnait au maître comme ça, bon, à n'importe qui, bon, il a été maladroit dans la mesure où, à juste titre, il a condamné l'attitude de ses ministres en 1940, le Parlement qui était réfugié à Limoges, où il y a eu des interventions absolument abjectes à son égard. Pendant l'occupation, il y a eu des tentatives du gouvernement, pour tenter de réconcilier ce qui avait été séparé. Bon, et Léopold III n'a pas compris que le grand mot, je ne sais plus quel grand auteur français, qui disait que le roi de France doit oublier les insultes, oui, des insultes qui ont été adressées au duc d'Orléans. Absolument, oui, oui. Alors là, ce sont les responsabilités de Léopold III, une certaine maladresse, une certaine raideur, une certaine rigidité. Et de l'autre côté, les responsabilités sont beaucoup plus graves, à mon avis, et beaucoup plus décisive, c'est l'action insurrectionnelle qui a été menée par le parti, qui a été menée par la gauche, oui, et exemplairement en Belgique par, par le Parti socialiste. Étant entendu que lorsque l'affaire s'est achevée par l'abdication de Léopold III, à ce moment-là, la social-démocratie a retrouvé ses réflexes géniaux, disant voilà, on n'a pas voulu ça, et jurant, et je crois qu'ils ont respecté cette promesse qui était une sorte d'engagement de favoriser la vie politique du roi Baudouin. En tout cas, on sent que le combat a été extrêmement dur, la bataille politique a été extrêmement dure, et vous êtes resté l'un des intellectuels les plus lucides contre ces attaques tout particulièrement communistes, avec des propagandes bien connues et des mensonges bien connus qui sont aujourd'hui encore en France paroles d'évangile. Je vais vous lire parce que c'est un très beau texte
et qui montre bien quelle est votre position. On ne sauve pas les sociétés par la politique, on les sauve quand elles veulent l'être, ce qui n'est pas souvent le cas, par la civilisation. La civilisation s'étrangle dans le corset de fer de l'État, qu'il soit prolétarien ou bourgeois. Elle se démantibule dans l'anarchie de ses assemblées de psychodrames et de mimétisme bravache. N'étudie pas les traités où la politique se définit en 3 points. Ce subornage doctoral est pour les dupes qui se rengorgent. Quelques images, souvenirs de jeunesse d'un drôle de type, m'accompagneront jusqu'au bout, jusqu'au terme, proches aujourd'hui. Elles t'attendent et les voici. Les vaincus des guerres civiles devant la magistrature aux ordres des vainqueurs. Les déserteurs des guerres d'enfer devant la justice des embusqués. Marcel Aimé devant De Gaulle, Anouilh devant Robespierre, Bernanos devant Franco, Jeanne devant Cochon, Antigone devant Créon, Nimier devant la Société du spectacle, Dominique Deroux devant l'édition mercantile, Pierre Freinet devant Don Juan à la veille de faire blasphémer le pauvre, Bernard Franck devant le pire des Bazins, Gérard Philippe dans le Cid, Toulet dans Arles, Nerval dans sa prose, Mozart dans son chant, le pacte asocial de l'amitié qui, chez Michel Mort, unit à la vie, à la mort, Talbot et Bargemont, le dilettante et l'activiste, le notable et le maudit, les gants blancs du capitaine de Boyel-Dieu dans La Grande Illusion. L'ensemble de ces images saintes, c'est cela la civilisation. Un art, une noblesse qui s'invente dans le danger, la tragédie du côté des sacrifiés, et aussi ce qui est le raffinement même du bonheur, ce qui fait les joies pour toujours, la fleur du risque et de ses colères, de la tendresse et de ses abandons surveillés. L'exemple de ce qui ne s'emploie pas à être décrété exemplaire, le langage qui ne s'abâtardit pas, la volupté, le franciscanisme, le courage, la folie des sages qui ont résisté à l'embourgeoisement et la sagesse des fous qui ont décidé de l'être dans la fraternité, l'insolence, non celle qui singularise, celle qui distingue, le cynisme. Je trouve que cette définition de ce qu'est finalement la civilisation est une belle leçon et pour nous. Et c'est tout de même, on voit que rien n'est monolithique. La sagesse avec la folie, le risque, tous ceux qui sont restés, qui restent uniformément dans le même sillon et qui ne se remettent pas en cause et qui ne vont pas explorer, si j'ai envie de dire, à droite et à gauche, au nord et au sud, pour vous ne sont pas des gens qui réfléchissent. Oui, c'est-à-dire peut-être des gens qui jouent un rôle dans la comédie sociale, ce que je n'ai pas voulu jouer. Ouais. D'où dès lors l'intérêt que j'ai porté aux vaincus, que j'ai porté à des écrivains calomniés. Ouais. Je voyais récemment dans le dernier numéro du Nouvel Observateur, bon, qui par ailleurs a d'assez grande qualité sur le plan littéraire, un titre à propos d'une émission de je crois, Laurent Geoffrin sur Brasillac, oui, qui était intitulé « La mort d'un salaud ». Mais oui. Bon. Je l'ai vu. Je trouve ça, je trouve ça à la fois très bête et très révoltant. Parce que si Brasillac n'était qu'un salaud, il ne nous intéresserait pas. Il est d'abord un écrivain. Et j'aurais la même réaction pour le journaliste qui, à propos d'une émission sur Aragon, intitulerait cet article «
le salaud Arago. Ouais. Les écrivains, c'est autre chose. Ouais. Les écrivains, c'est autre chose. En fusillant le rédacteur en chef de Je suis partout, on a fusillé une œuvre à venir. Et il est certain que si Brasillac avait vécu, il aurait tiré un certain nombre de leçons de l'engagement absurde qui avait été le sien. Parce que les écrivains ne sont pas faits pour être des militants. Et ils ne sont pas faits pour être des militants pour une raison évidente, que la littérature est le contraire de la propagande. Absolument. C'est pour ça que vous vous êtes aussi intéressé à Jacques Perret, qui n'a jamais été non plus dans le bon camp. qui a été... Oui, Jacques Perret. Jacques Perret a toujours voulu sortir de son camp. Résistant, non, il est allé... C'est-à-dire qu'il est resté dans ce qui a été une partie de son clan. Parce qu'on a réussi, la propagande gaulliste et communiste associée a réussi à faire croire, avec l'appui de Mauriac notamment et d'autres personnes qui n'étaient ni communistes ni qui avant d'être des dévots du gaullisme comme Mauriac ont été des pétainistes fervents. L'article de Mauriac lors de l'allocution de Pétain qui disait j'ai demandé l'armistice, c'était la voix de Pétain rend un son intemporel, que c'est le son qui venait du plus lointain de l'histoire de France. C'est ça. Et Perret, lui, il a été fidèle à une certaine partie de son clan, parce que, contrairement à ce que la propagande gaulo-communiste a réussi à faire croire, c'est que la droite, l'ensemble de la bourgeoisie avait collaboré. Or, en réalité, vous voyez que les chefs de la collaboration ont été notamment des gens de gauche et des gens importants comme Déa, qui était ministre sous le Front populaire, et Doriot, qui, au moment où il quitte le Parti communiste, parce qu'il était le rival de Torres et que Moscou a choisi Torres plutôt que Doriot. Et ce qui est très caractéristique, c'est que les chefs, parmi les plus emblématiques de la résistance, venaient de l'Action française. Ils venaient de l'Action française. C'est Perret, c'est Freinet, c'est Raoul Jardet, et d'autres, enfin, c'est Alain Griotré. Celui du Jour de France, le directeur du Jour de France. Le Jour de France, c'est Benouville. Oui. Et Benouville. Donc, ils étaient là, et De Gaulle, dans une déclaration, a dit que à Londres, quand il était arrivé, il n'y avait autour de lui que la tribu, c'est-à-dire en clair des juifs qui avaient la clairvoyance de pressentir qu'ils allaient être persécutés, et alors il ajoutait la cagoule. Il ajoutait la cagoule, parce que le grand biographe de Jean Moulin, j'ai oublié son nom, est un ancien cagoulard. Oui. Est un ancien cagoulard. Et que Benouville était très proche, il était très proche de la cagoule. Il était entré en dissidence, la dissidence activiste de l'Action française. Alors, on va quitter ces rivages peu nauséabonds de la politique pour revenir à
à ce qui a été votre vie, la littérature, et vous nous dites qu'il y a une phrase de Bernanos qui vous a marqué pour toujours, que je vais lire. Autour des petits garçons français penchés ensemble sur leur cahier, la plume à la main, attentifs et tirant un peu la langue, comme autour des jeunes gens ivres de leur première sortie sous les marronniers en fleurs au bras d'une jeune fille blonde, il y avait jadis ce souvenir vague et enchanté, ce rêve, ce profond murmure dont la race berce les siens. Ils ne savaient pas trop l'histoire des professeurs, mais de tant de dates, de traités signés, de batailles, ils avaient gardé l'essentiel à leur insu, ainsi qu'ils rapportaient des vacances sur leurs joues vermeilles, tout le sauvage et doux été. C'est admirable. C'est une très belle phrase, en effet. C'est en effet une... C'est celui qui hérite d'un monde, d'un passé, d'une terre, d'une tribu. Est-ce que il n'y a de grands écrivains que d'héritiers? Oui, ça, c'est évident. Hein. Oui, c'est évident, mais ça va mieux en le redisant, parce que il y a des tas de... On est des héritiers, oui, en essayant d'être fidèles à l'héritage, oui, et en essayant d'enrichir l'héritage. Oui. Aussi, ceux qui récusent la tradition, n'est-ce pas, ne se rendent pas compte que d'abord, la vraie tradition est critique. La vraie tradition n'est pas la tradition des antiquaires, c'est la tradition des novateurs, et ce sont des gens qui poursuivent la tradition, qui prolongent la tradition en l'enrichissant. Du reste, on peut voir les influences que les écrivains ont subies. On parle de société multiculturelle, ce qui n'a aucun sens sur le plan populaire, parce que la société multiculturelle, c'est les passions qui vont l'emporter et qui l'emportent toujours sur la raison. Mais il y a une vraie société multiculturelle qui est la société, si vous voulez, des écrivains. Ainsi, par exemple, Corneille est inintelligible sans considérer l'Espagne, n'est-ce pas, le romanesque espagnol qui l'a influencé. Vialat est inintelligible sans le romantisme allemand. Donc, vous voyez, là, l'apport d'une culture étrangère a été parfaitement assimilé par des artistes qui savaient ce qui correspondait à la tradition nationale. Et la tradition nationale, c'est un enrichissement continuel de génération en génération. Voilà ce que vous dites, Paul Vendôme, de Jacques Perret. Un héritier comblé par l'héritage, fier du patrimoine à préserver, de la tradition ancestrale à transmettre. Ni enfant trouvé, ni résolu à mourir sans postérité, ni amnésique pour complaire au snobisme du vilain temps. Il avait même une tendance à ne rien oublier en antiquaire, à ne rien apprendre en diplodocus. Pourquoi résidait-il dans la préhistoire comme dans une Thébaïde? Parce que la nature humaine y est tout entière, et que le cours des siècles ne l'avait ni amélioré ni perverti, parce que les éléments constitutifs de l'ordre, les cadres fondateurs de la condition terrestre, y étaient reconnus en puissance tutélaire. La cité, la famille, les dieux, et cohabitaient sans que l'intellectualisme, maladie mentale inconnue encore, eût l'effronterie de les séparer. Aucun élément prométhéen ne le transportait, aucune illusion ne l'hallucinait. Son orgueil s'appelait humilité, sa sagesse, foi du charbonnier. Il condamnait la modernité en troglodyte au nom de la paroisse de sa caverne, passéiste têtu et épanoui. Voilà son enracinement. Il était du village d'autrefois, il l'était resté à l'époque du gigantisme et de la mondialisation,
dans le cocon de la béatitude originelle et le mémorial de la religion des pères superstitieux, partageant le pain et le sel de la fraternité autochtone. D'ailleurs, vous sous-titrez Paul Vendôme, le Gaulois. Oui. Le Gaulois de noble origine. Oui, mais c'est ça, la grande trouvaille, à mon avis, de Perret, c'est que il considère l'histoire française dans sa continuité. Ouais. Dans sa continuité. Bon. Donc, alors que d'habitude, d'une façon commune, on sépare des périodes d'autres périodes. Lui, c'est la continuité d'une histoire. Et il renouvelle finalement le genre romanesque de cette manière. C'est ce qui explique qu'il ne veut pas dire « je », il dit le plus souvent « nous », parce qu'il appartient à un groupe. C'est-à-dire que il y a deux sortes de jeux. Il y a le moi-je, le moi-je nombrilique, complaisant, le moi-je des hommes de lettres d'une manière générale, et il y a le jeu funèbre des enfants de Saturne. Toujours, bon, c'est le jeu de Drieux, par exemple. Hein. C'est le jeu de Drieux. Tandis que Perret, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de sa résolution de prendre l'histoire dans sa continuité, c'est le nous. Le nous, si vous voulez, la quintessence, la substance de l'histoire française. Bon. Hein? Et puis, Jacques Perret, c'est aussi celui qui ne se prend pas au sérieux. Il joue, il sait qu'il joue. Le sérieux est incompatible avec le véritable écrivain. Écoutez, bon, vous comprenez, le sérieux, ça vous fait rire. Non, mais enfin, c'est l'ennui, c'est l'ennui, c'est grotesque, enfin. Oui, non, mais c'est grotesque, enfin. Oui. Les écrivains de gauche, par exemple, vous voyez, Camus, il est sérieux comme un pape, ou comme le grand maître sérénissime de la maçonnerie. Vous comprenez, ils sont là, c'est la solennité. Bon, et Perret, lui, c'est tout autre chose parce que, justement, il y a chez Perret une nostalgie, c'est beaucoup dire, mais de l'âge artisanal. De l'âge où les choses étaient proches, où les choses étaient familières. Hein? Et c'est le temps de l'enfance de Perret. C'est aussi votre temps de l'enfance, Paul Vendôme. Vous avez un très joli texte dans ces 2 derniers chapitres qui s'appelle « Le temps du tango » et « Lettre d'un père à sa fille », où vous dites que ce temps d'avant, qui est celui de votre jeunesse, avait une douceur et répandait une certaine musique. Est-ce que aussi, vous dites, jamais il n'y eut de bon vieux temps, de la préhistoire à la post-modernité, ça avait été le vilain temps du siècle, le labyrinthe du monde, le désarroi de l'homme, le mystère du mal. Nous avions été créés pour mériter notre salut, pour l'épreuve et le sacrifice. Mais jusqu'à la fin de nos jours d'ici-bas, nous n'en finirons pas d'inviter le bonheur danser le tango dans notre paradis d'artifice sur la musique douce de l'enfance. Et bien sûr, je pense à cette phrase de Céline sur « Il faut danser sa vie ». Oui, c'est la littérature, ça. C'est la littérature. C'est la danse fée, hein. Oui. C'est la danse fée chez Céline. Ouais. Et il dit l'horreur.
il dit l'horreur du monde, hein, en la soulignant, et en même temps, il y a le rêve qui est le rêve nietzschéen de planer, de se débarrasser, de se libérer de toute la pesanteur. Ouais. Et alors il y a la grâce de la danseuse. Ouais. Vous citez aussi une lettre de Marcel Moreau à Anaïs Nin qui définit extraordinairement le style. Ce n'est pas assez que l'écriture soit un chant. Encore faut-il qu'elle nous intoxique, qu'elle nous drogue, qu'elle provoque chez le lecteur ces somptueuses titubations sans lesquelles il n'est point d'extrême découverte. Mon but est d'inonder de vin le langage de France, d'écrire un livre qui se boive, qui se danse, plus qu'il ne se lise. C'est très joli cette définition du style. Qui était Marcel Moreau? Marcel Moreau, c'est un écrivain belge qui est édité à Paris. Oui. Mais je fais quand même une petite remarque. Je ne suis pas pour la pensée sauvage. Non. Je ne suis pas pour l'abandon débridé aux instincts. Oui, oui. N'est-ce pas? Je ne suis pas non plus quelqu'un qui est au garde à vous, qui défend des positions de notables et tout ça. Je dis qu'il faut un grain de folie, mais de folie contenue, méprisée, pour avoir consciente, pour avoir une œuvre littéraire. Et pour la pensée sauvage, c'est absolument idiot. Bon, on voit bien dans Perret, il n'est pas pour la pensée sauvage, il n'est pas non plus pour la raison, n'est-ce pas, la raison théorique. Il est contre la dictature de la raison, c'est-à-dire il est contre le rationalisme. Oui. C'est-à-dire il est du côté du merveilleux, du côté du sacré, du côté de la fantaisie. Oui, il dit d'ailleurs que notre monde rationaliste a tout tué. Oui, il a tué nos faits, il a tué notre religion. Vous avez un très joli passage que je vais essayer de retrouver, Paul Vendôme. Je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie et que nous écoutons Paul Vendôme pour ses deux beaux livres, Libre parcours aux éditions du Rocher et un essai sur Jacques Perret. Ce texte sur le rationalisme est très... Je veux trouver ce texte. Tu peux couper? Je veux trouver ce texte et je vais le retrouver. Voilà, j'ai retrouvé ce texte. Le vieux pays judéo-chrétien qui fut celui des miracles du Moyen-Âge, coupé de son passé et de sa terre nourricière, se desséchait, et son peuple sans légende, comme le dirait Patrice de la Tour du Pin, mourait de froid. On avait tranché la tête du roi, chassé le pape d'Avignon, et, pour aggraver l'infortune, refoulé la poésie matricielle. La laïcisation de l'État, réforme utile si elle prémunissait des théocrates inquisiteurs, équivalait, hélas, à la désacralisation de la société. On creusait un fossé qui ne serait jamais comblé. On éternisait la guerre intestine de deux Frances rivales. On attentait à la nature du pouvoir et du lyrisme séculaire, dans l'élégie comme dans l'épopée. Une autre règle de conduite avec un autre code du langage. De quoi écrire une autre histoire française, celle qui remplaçait le trône des rois par la tribune avocassière et l'église des prêtres, par le sanctuaire de la déesse raison. Celle de la liberté qui défaisait les liens de la solidarité et de la littérature qui entrait à l'académie humaniste de la révolte mondaine. Perret s'en prenait à ce que le rationalisme réprouvait, la transmission héréditaire, le pouvoir organique, le dessous des apparences, l'histoire souterraine, les énigmes du monde marginal, le sacré, les mythes.
De Rabelais, écrivain ample et foisonnant, à Voltaire, écrivain court et sec, c'était l'appauvrissement de la littérature, la mise sous éteignoir de sa faculté créatrice. Alors, on voit que dans ce texte, vous attribuez à la littérature ce rôle de réenchantement du monde. Sans littérature, le monde devient sec et dur, encore plus dur qu'il n'est. Si vous voyez par exemple un écrivain ultra-rationaliste et spécieux, comme l'était Julien Bada, vous vous rendez compte que ce rationalisme-là est l'appauvrissement même de la littérature. Et que la raison se borne à présenter le monde comme il est. Et la raison ne rend aucun compte qu'il y a un au-delà du monde. Et que, par exemple, comme dans Perret, la France est son monde et la mer est son arrière-monde. N'est-ce pas? Donc, Gripari montre très bien dans d'un de ses recueils de contes où il imagine que le ministre de la Culture ou un de ces colonels de la culture qui pullulent à l'heure actuelle veut dans les contes supprimer tout ce qui ne convient pas à la pensée conforme. Et alors la poésie s'en va, n'est-ce pas? C'est sûr, c'est exemplaire chez Perret, c'est exemplaire aussi chez Marcel Aimé, comme ce l'est chez Gripari. Hein? N'est-ce pas? Les grands écrivains ont toujours un arrière-monde. Le jeu n'est pas un jeu réducteur, la raison n'est pas une activité totalitaire, c'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça que les lire est partir en voyage dans cet arrière-monde. Oui, c'est ça. Mais il y a un voyage qui est c'est pas un voyage réglementé par une agence touristique avec un circuit obligatoire, c'est le vagabondage, c'est ce que Perret appelle l'air du pays, pas l'air du pays dont il dit l'air du pays. L'air vrai, physiquement et cliniquement vrai, avec ses odeurs, ses températures, ses agitations, ses propriétés hygiéniques et morales. N'est-ce pas? Il faut aller à la découverte. Il faut aller à la découverte d'un monde qui ne nous est pas familier. C'est le voyage de Perret à bord du bateau. Il va de Deauville de Trouville à Saint-André. Oui. Et il ne quitte jamais la côte normande. Non, mais n'est-ce pas, vous voyez, par exemple, vous touchez, c'est un des très grands livres de Perret, Perret et la mer, et on voit bien que la mer est pour Perret une mer goethéenne. On éprouve et on fortifie l'amitié avec Collot. C'est le rôle de présence. Rôle de présence. Et cette définition de la morale que vous donnez d'Alain et qui est très belle et qu'on devrait appliquer un peu plus souvent, qui est que la morale ne consiste pas à juger les autres, mais la morale n'a pas pour première fin de juger les autres, mais plutôt de se contrôler soi. Oui. Après, c'est un des travers de l'éducation qui a été la mienne. La morale, c'était
une nomenclature d'interdits. Une nomenclature d'interdits. Or, la vraie morale, c'est ce qui permet à chacun de s'épanouir dans la dignité, et comme disait Perret, pour le plaisir et pour l'honneur. Oui, c'est une très belle définition, oui. Vous avez des mots, oui, vous avez des mots très sévères pour les quelques laissés-aller contemporains. Pour les quelques laissés-aller contemporains. Oui, alors... Non, c'est la vulgarité. Non, j'ai horreur de la vulgarité. Oui. C'est la vulgarité combinée à la médiocrité. Ce qui fait beaucoup, c'est lourd à porter. Et croyez-moi, chers auditeurs, Paul Vendôme est un écrivain très gai. Quand on a toujours le sourire aux lèvres quand on vous lit, Paul Vendôme. Pourquoi voulez-vous que j'ennuie les lecteurs, que je les fasse fuir? Vous êtes un homme heureux. Vous avez vécu au milieu des livres que vous aimiez. Vous avez eu pour compagnons les écrivains que vous préfériez. Vous êtes un homme très heureux. Je me trompe? Non, non, je suis bien dans ma peau. Enfin, si vous voulez dire ça, je n'éprouve pas, comme les intellectuels de gauche, le malaise d'être mort. Je n'ai pas... bon, ce bonheur n'est pas quelque chose de béat. C'est... Il est fait de lucidité, n'est-ce pas? Il est fait de compassion. Hein? Compassion à l'égard du monde, à l'égard des autres. Mais il faut avoir le regard lucide, il faut dire ce qui est, même si ça dérange, surtout si ça dérange. Surtout si ça dérange. Paul Vendôme, merci beaucoup d'être venu à Radio Courtoisie ce matin. Et, chers auditeurs, je rappelle, Libre Parcours, publié aux éditions du Rocher, et cette introduction à l'œuvre de Jacques Perret, toujours aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Aux éditions du Rocher, vous trouverez aussi, chers auditeurs, beaucoup d'écrits de Paul Vendôme, et vous saurez que son écriture et son exigence et son indépendance rendent très très heureux le lecteur. Merci beaucoup, Paul Vendôme. Merci.